Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 2 sujets. Les invités d'abord. Cyril Benazar, bonjour. Bonjour. Hilaire de Crémieux, bonjour. Crémier. Crémier, oui, je vous ai ajouté un IEX qui n'était pas... Bonjour. Bonjour. Antoine Guénaud, bonjour. Bonjour. Et Éric Richard-Mauze. Absolument. Je ne sais jamais. Habituellement, les noms savoyards prononcent le Z, Voilà. mais Richard-Mauze, la façon dont mon nom de famille est prononcé est une exception, donc Richard-Mauze. Richard-Mauze, très bien, parfait. Les 2 sujets, c'est l'Europe, où la France confrontée au réarmement, à des ennemis. On va parler de tout ça parce qu'on va voir s'il n'y a que la Russie qui est le grand méchant loup, ou pas. Et puis le deuxième sujet, c'est l'État qui demande, à travers Macron, à supprimer le portable des écoles, voire même à l'interdire. Donc on va voir si c'est la place de l'État de faire tout ça ou si c'est aux parents d'être responsables. Allez, rendez-vous dans quelques secondes. Ah oui, j'allais oublier, pardon. Pensez au pouce si vous aimez cette émission. Ça fait monter dans le référencement. C'est très bon pour nous. Et n'oubliez pas d'écrire, de nous engueuler, ça nous va très bien aussi. C'est lu, parfois répondu. Dans tous les cas, on apprécie vos feedbacks. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous dans quelques secondes. Là, c'est bon. Alors, la France, l'Europe, doivent-ils se réarmer contre quels ennemis ? Puisque, évidemment, actuellement, le grand ennemi, c'est la Russie. L'ours est sorti de sa tanière. Mais je voudrais qu'on creuse un petit peu cette question parce que la réponse me paraît un petit peu simpliste. Il y a aussi le contexte du désengagement des États-Unis. Trump qui, clairement, veut sortir de l'OTAN. Est-ce que ça a de l'importance ? Donc, tous ces petits sujets-là, enfin des petits sujets, pardon, c'est pas des grands sujets, surtout quand le président de la République dit qu'il faut remobiliser une armée de métier et que le chef d'état-major dit qu'il faut que la France soit capable de perdre ses enfants. Je pense qu'on n'avait pas entendu ça depuis très très longtemps. Éric Richard-Mauze, comment vous vous positionnez ? Il y a plusieurs choses. C'est très vaste. L'armée française est à l'os depuis extrêmement longtemps, donc oui. Plus de budget pour l'armée française est absolument nécessaire. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de notre armée, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse, quelles sont les missions qu'elle doit remplir. Et là, ce vers quoi l'Union européenne, les Allemands, les États-Unis et l'Europe de l'Est veut nous emmener, c'est dans une confrontation avec la Russie, ce qui n'est pas dans nos intérêts, ce ne sont pas les intérêts de la France. Notre armée, toute notre flotte aussi, notre cyberarmée, l'armée de l'air, il doit y avoir beaucoup d'investissements parce que la France a le deuxième espace maritime au monde. Donc, il y a énormément d'eau territoriale qu'on n'est pas capable de défendre, qu'on n'est pas capable de sécuriser. Il faudrait notamment aller sur ça. Il faudrait moderniser énormément de choses. Mais préparer une guerre avec la Russie, ce n'est pas nos intérêts. C'est les intérêts de qui ? Les pays de l'Est, la Pologne, les pays baltes ont envie de faire la guerre avec la Russie pour des raisons historiques depuis très longtemps. Ça les regarde, mais ce n'est pas nos intérêts. Ils ont envie ou ils se sentent menacés avec la guerre en Ukraine qui va avoir 4 ans ?
Les otaniens, les États-Unis leur dit allez-y, poussez à la confrontation et on sera là, etc. On vous vend des avions, mais c'est pas notre intérêt à nous. Nous, notre intérêt, c'est d'avoir du gaz pas cher, c'est d'être souverain. Les Allemands ont une économie dans un état catastrophique. Leurs infrastructures sont dans un état lamentable. Leur industrie automobile se casse la gueule complètement depuis quelques temps. Sauf que je vous coupe parce que les Allemands ont un atout, c'est qu'ils n'ont pas le déficit que nous avons, donc ils ont une grande capacité à mobiliser les dizaines ou les centaines de milliards, à la fois pour se réarmer, mais également tout simplement pour redéployer leur économie, la retourner. Mais que les Allemands veuillent investir dans ça, à la limite, ça les regarde. C'est inquiétant d'avoir des Allemands armés près de chez nous, mais c'est sûr à la que limite, ça évoque de mauvaises choses. ça les regarde. Mais là, le problème, c'est que c'est nous qui devons payer. Tout ce qui est armement envoyé à l'Ukraine ou payé pour nous-mêmes pour que les Français s'engagent en mer Baltique, en mer Noire, à la frontière ukrainienne, etc., c'est nous qui payons, ça ne va pas. Et derrière tout ça, ce que je vois de manière évidente, du côté des Allemands, mais aussi du côté bruxellois, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, dont fait partie Emmanuel Macron, qui veulent une confrontation, une nouvelle guerre froide, une nouvelle guerre qui permettra de créer un État européen avec transfert de bombes atomiques, etc. Éric Richard-Mos, vous avez 30 ans. Vous êtes donc mobilisable. Sans doute, Antoine, vous aussi. Il est peu probable qu'Hilaire et moi soyons appelés au front. Cyril, compte tenu de sa grande forme, peut-être pas, mais peut-être quand même. J'aimerais bien être mobilisable, mais je crois que j'ai passé l'âge aussi. Ok, donc on est 3 où il y a peu de risques. Vous deux, vous risquez d'y aller. Vous en pensez quoi, Antoine Guénaud ? Qu'est-ce que ça vous fait peur ? Ou vous vous dites, moi, s'il y a besoin de défendre la France, oui, bien sûr. J'irai. Alors, oui, bien sûr, il y a d'autres problèmes aussi. Alors, par exemple, le problème se poserait du service militaire qui a été, donc, pas supprimé, mais qui a été suspendu, où on n'a pas de formation militaire. Ça, c'est un gros problème, par exemple. Puisque de toute façon, réarmer, je reprends en même temps sur le sujet, mais réarmer la France, on n'aurait jamais dû la désarmer. Les dividendes de la paix, on voit bien que ça ne marche pas, on n'aurait jamais dû la désarmer. Pourtant, pendant longtemps, légitimement, il n'y a pas eu de conflit majeur en Europe, il y a eu de la Bosnie, personne ne l'oublie, mais globalement, c'est toujours le risque. On vit en paix depuis 80 ans. C'est toujours le risque, et c'est connu depuis l'Antiquité, si vis pacem parabellum. Oui. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Okay. Donc, il fallait, et encore une fois, pour la paix, pourquoi ? Parce qu'avec une armée puissante, on a une diplomatie puissante. Si on n'a pas d'armée, la diplomatie, c'est bien gentil, mais tout de suite, on est Vous pensez que la dissuasion n'était pas assez et on n'aurait pas dû. On a beaucoup appuyé sur la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire aujourd'hui, comme beaucoup de pays l'ont, finalement, c'est une dissuasion qui marche beaucoup moins. Quand on a si on rentrait en guerre contre un pays nucléarisé aussi, le problème, c'est qu'aucun des deux pays n'enverrait une bombe nucléaire. C'est le pari de la dissuasion. Est-ce qu'on en a la certitude absolue ? On n'en a pas de certitude. Il y a un petit risque quand même. On n'a pas la certitude absolue, mais bon, à moins d'un cas de force majeure, disons, on sait très bien que sinon la planète sauterait. J'exagère. Mais... Antoine, je vais creuser la question. Attendez. Question. Le territoire national, vous êtes appelés tous les deux, trentenaires, dans l'armée. Oui. C'est quoi ? Il faut définir les frontières qui s'arrêtent à la géographie actuellement, ou alors il faut que l'armée française s'engage parce que si l'Allemagne est menacée, si la Pologne est menacée, si les pays baltes sont menacés. Parce que c'est ça c'est pas nos intérêts, c'est pas notre pays. C'est pas notre. On n'a pas d'intérêt dans ces pays-là, et je pense que beaucoup de Français sont prêts à se battre. Contrairement à ce qui peut être dit, sont prêts à se battre pour défendre leur patrie, pour défendre leur pays. Mais notre patrie, notre pays, c'est pas l'Ukraine, c'est pas les pays baltes, c'est pas la Pologne. Nous, on est prêts à se défendre. On est prêt à défendre notre pays, mais pas à aller faire des guerres n'importe comment. C'est une vieille dialectique, ça. Ils veulent nous envoyer n'importe comment. Non, je vais peut-être faire le tour un petit peu de Cyril Benazar. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas notre intérêt direct, c'est pas notre pays. Mais est-ce que nos intérêts se limitent à la défense du territoire ? Je ne crois pas. Non. On appartient aussi à un continent et à un modèle de société. C'est-à-dire que c'est l'Europe et c'est le monde libre. Ce sont un certain nombre, je sais que c'est ringard, c'est les années 90. Oui, c'est les années 80. Moi, je trouve que c'est terriblement d'actualité. Le fait d'appartenir au monde libre et d'être confronté à un autre monde qui n'a pas les mêmes... C'était les arguments pour la guerre en Irak, ça. Oui.
Et du coup, on a bombardé des gens, on a tué des gens pour rien, on s'est ruiné. Le monde libre, c'était pas les arguments pour la guerre en Irak. La croisade de George Bush, fils, c'était ça. Il y avait de ça. Il y avait une croyance un peu naïve qu'en instaurant la démocratie, on arriverait à pacifier la région. Oui, vous avez raison. C'est très années 80, mais maintenant, on n'y croit plus. Moi, je crois que c'est totalement d'actualité. C'est-à-dire qu'on est confronté à des pays qui ont d'autres modèles et qui veulent les imposer, peut-être pas à nous tout de suite, pas directement, mais qui veulent, je pense, on parle de Poutine, là. Poutine veut reconstituer l'Empire soviétique. Quand il aura pris l'Ukraine, il le dit, il l'annonce. Alors, je ne vois pas pourquoi on douterait de sa parole. Il continuera. Sa prochaine phrase, ce sera les pays baltes. Soviétique est pas... L'Alsace, c'est pas dans l'Empire soviétique. La Bretagne, c'est pas dans... Quand bien même, on prendrait ça. Je suis d'accord. Attendez. Je crois qu'avec ce genre de prédateurs qui ont des visées expansionnistes, ils ne s'arrêtent que quand on les arrête. Mais ils ont fait 150 km en 3 ans. Oui. Rien ne dit qu'après les pays baltes, s'il se met à vouloir refaire main basse sur la Pologne et sur tous les pays qui ont été... Russes en Pologne. Non, mais peu importe. Il n'y a pas de minorité. Peu importe. Attendez. Ça a été ce qu'ils appelaient un pays frère qui était un pays vassalisé et il veut faire... Il n'y a pas de minorité russe. C'est pas comme l'Ossétie. Attendez, vous savez, si on parle tous ensemble, d'abord, il y a Hitler de Crémier. Aujourd'hui, il s'appuie sur les minorités comme Hitler le faisait pour... Et la place de l'OTAN dans tout ça ? La place de l'OTAN, c'est justement des pays qui ont choisi de tourner le dos à l'Union soviétique pour rejoindre le modèle européen, le modèle de la liberté, le modèle de la démocratie. Vous y croyez vraiment ? Ah, mais j'y crois vraiment. Et à la limite, on s'en fout que j'y crois. Ce sont les Baltes qui y croient. Ce sont les Baltes qui... Ah oui, mais ils ont leur intérêt, ils ont leur histoire. Les Ukrainiens oui, ils ont l'histoire, mais l'histoire ne condamne pas à perpétuité à des pays qui sont au bord d'un empire à être vassalisés. Mais là, c'est vassalisé par les États-Unis. Est-ce qu'on peut revenir quand même au début de la guerre en Ukraine ? Attendez, il y a Hitler de Crémier qui est pas... Dans notre modèle, et je pense que les laisser tomber, ça n'est d'abord... Moralement, même si c'est un mot qui en politique est... Oui, mais je comprends bien ce que je veux dire. On a tellement abusé de la moraline qu'aujourd'hui, on est prêt à jeter la morale avec. Je crois qu'on a un devoir historique. On a laissé tomber ces pays derrière leur rideau de fer pendant 70 ans. Aujourd'hui, l'Union soviétique s'est effondrée, ils se sont tournés vers nous, ils ont opposé notre modèle. On a le devoir, et c'est notre intérêt aussi, de les garder dans notre... Quel lien historique on a avec l'Ukraine ? Hitler de Crémier. Il n'y a pas de lien historique. Pourquoi pas avec le Soudan ? Pourquoi pas avec le Congo ? Pourquoi pas avec d'autres pays ? Là, c'est la solidarité avec tout le monde. Parce que le Soudan n'a pas manifesté... C'est juste parce qu'ils sont blancs, en fait. C'est par suprémacisme blanc, je présume. Non, ça n'a rien à voir. C'est un autre continent. Et le Soudan n'a pas exprimé le souhait de nous rejoindre dans nos valeurs, dans notre façon... L'Ukraine a interdit plein de partis politiques, plein de médias, est corrompu jusqu'à l'os. C'est pas les valeurs que vous voulez défendre, si ? Mais Hitler de Crémier. La corruption, ça n'est pas une valeur qui nous est totalement étrangère. Ça n'est pas... Ah bon, ça va alors. Le musellement de la fraise et l'assassinat des opposons. Je pense que par rapport au reste, c'est un péché véniel. Et l'Ukraine a interdit plein de partis politiques. Comment vous vous positionnez dans la question du réarmement, la question de la France dans l'Europe et la position de l'OTAN vis-à-vis de la Russie, même si on peut estimer qu'il y a peut-être d'autres ennemis. Je pense que le problème majeur, c'est le problème de notre président de la République. D'accord. C'est lui qui crée cette atmosphère de pré-bataille, de pré-guerre, et qu'il a créé volontairement. Son idée, depuis très longtemps, c'est, depuis son arrivée au pouvoir, c'est de passer à la structure de l'Europe, d'une Europe souveraine, comme il dit, puisque pour lui, la souveraineté n'existe qu'au plan européen, et il veut la créer dans le cadre de la communauté européenne de défense, la CED, que les Français ont refusée en 1954. Et c'est ça, c'est son objectif. On le voit très très bien depuis le début. Et quand il parle de réarmement, il ne parle de réarmement qu'à ce niveau-là, ce qui ne veut rien dire. En France, le budget de la défense, c'est environ 60 milliards, dont en réalité, à peu près 50 sont opérationnels, le reste étant les anciens combattants et les pensions, etc. Et avec ces 50 milliards, on n'arrive pas, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on n'arrive pas à assurer notre propre défense. Nous n'avons qu'un échantillonnage. C'est ça. On parle d'armée bonsaï. C'est intéressant ce terme. Hein. On sait tout faire, mais en tout petit à chaque fois. Mais chacun sait, et ça a été dit par des généraux expérimentés, que en réalité, il y aurait une guerre de haute intensité, on tiendrait 3 jours. C'est ça. Et on n'a même pas les munitions qu'il faudrait. Donc on tient des discours guerriers sans avoir la suffisance nécessaire. Et alors, on a fait... je dirais, on a la suffisance, mais on n'a peut-être pas les moyens. Non, mais Macron a fait des plans pluriannuels, c'est facile d'étaler 150 milliards sur 10 ans, mais chacun sait qu'à chaque fois, le budget sur lequel on
rogne, c'est le budget de la défense nationale. Ça s'est arrêté depuis quelques années. Oui, hein. on fait un petit peu attention, parce qu'on s'est rendu compte, ne serait-ce que même pour la dissuasion, on devient fragile, y compris sur ce plan-là. Mais votre raisonnement ne va-t-il pas dans le sens de renforcer finalement l'armée européenne? Non, française. Oui, j'entends. Mais D'abord, si on est une armée bonsaï, est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'allier avec d'autres pays qui auraient d'autres compétences? Mais bien sûr, on peut toujours faire des alliances, mais il ne faut pas se tromper. Oui. À chaque fois qu'on a cherché une entente prétendument par exemple avec l'Allemagne, l'Allemagne a cherché à mettre la main sur la technologie française, que ce soit le SCAF, que ce soit toujours les dindons de la farce. Que ce soit le char. Il faut bien comprendre cela, c'est que les Européens ont une défense essentiellement américanisée, otanisée. C'est vrai. Et Trump le sait suffisamment pour savoir que même si lui dit débrouillez-vous, l'OTAN est assez forte pour contraindre Polonais, Baltes, Allemands à acheter de manière, tout le monde achète américain. Hein. Mais bien sûr. Enfin, presque tout le monde. Oui, il y a la Grèce qui achète Rafale. Bon, très bien. Mais c'est nous qui payons, c'est Nicolas qui paye dans cette Oui, bien sûr. En plus de ça, oui, c'est nous qui payons. Mais est-ce que... Attendez, c'est intéressant cette histoire de notre guerre. J'ai entendu Éric Richarmoz, c'est leur guerre, c'est pas notre guerre. Vous êtes sur cette position-là? C'est-à-dire, si demain les pays baltes étaient envahis, si la Pologne était menacée, elles ne le sont pas. Est-ce que c'est leur guerre ou est-ce que c'est notre guerre? Elles le sont. Écoutez Poutine. Non, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Il annonce ce qu'il va faire. Il annonce quoi? Il annonce qu'il va marcher sur Tallinn, sur Riga, sur Vilnius, sur Kaunas. Oui, il a annoncé ça? Ah oui, là, c'est des fake news totales, là. Non, pas ces jours-ci, mais depuis longtemps, il annonce que son ambition, c'est de reconstituer l'Empire soviétique. Il a annoncé qu'il allait l'Empire soviétique. Je vais vous citer l'Empire russe. Je vais vous citer quelque chose. Vous jouez à Fais-moi peur. Est-ce que vous connaissez un site qui s'appelle... On peut regarder ailleurs et faire la sourde oreille, mais... Est-ce que vous connaissez un site qui s'appelle Le Grand Continent? Il a traduit un article qui sort de la dernière revue officielle de la diplomatie russe. Donc on ne peut pas dire que ça peut pas être plus officiel. Et son titre, c'est « Tout brûler jusqu'à la Manche ». Réponse du chef au chef d'état-major français qui dit qu'il faut se réarmer. Là, ça vient de la Russie, hein. C'est étonnant ce texte. Mais en Russie, il y a autant de fous qu'en France, et des gens qui parlent, y compris à la Douma, et qui tiennent des propos complètement extravagants. On est pareil sur Saddam Hussein. La deuxième armée du monde, pour nous faire peur, pour nous emmener à la guerre, pour qu'on paye, pour créer des crimes de guerre atroces. Ce que vous dites, c'est qu'on est manipulé. C'est ça que vous êtes en train de dire. Hein. On nous fait croire il y a quelques semaines que la France serait perçue comme la première menace pour la Russie au sein du continent européen, ce qu'ils ne disent absolument pas. Là, on essaye de nous opposer n'importe comment. Là, je vois de manière très claire ce qui est en train de se passer là. C'est exactement ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un siècle, il y a 150 ans, pour la création du Reich allemand. D'abord, un Zollverein, une union économique, etc. Chose qu'on a en Europe de l'Ouest depuis une ou deux générations. Et ensuite, pour passer le pas suivant, avoir un État, avoir un Reich allemand, créer une guerre, une confrontation. Et ensuite avoir comment vous parlez de la Première Guerre mondiale, de Bismarck, hein? La guerre de 70. Ah, 70, avec pardon, Bismarck qui montre, qui crée le Reich allemand dans le salon de Versailles, etc. Ils sont exactement en train de faire ça. Ils ont besoin de cette guerre. Parallèlement, il y a des intérêts économiques, l'industrie allemande qui a besoin de se relancer, etc. Mais c'est pas notre intérêt. On a des services publics qui sont complètement à l'os. On a des taxes qui sont en train de s'envoler complètement. On a les enfants qu'on nous dit qu'il faut emmener à la guerre. Là, déjà, les gens et les jeunes générations n'ont pas de quoi avoir autant d'enfants qu'ils le souhaiteraient. On a un problème de démographie, on a un problème de budget. On est à 1,5, 1,6 par femme. Et notamment pour des questions économiques qui sont majeures. Et là, on veut dire, OK, on va balancer des dizaines de milliards pour l'Ukraine, pour aller faire la guerre en Europe de l'Est. C'est pas notre guerre. Antoine Guénaud. Et encore une fois, en s'inventant un ennemi imaginaire, alors qu'avec des amis comme ceux qu'on a, on n'a pas besoin d'ennemis.
Oui. Parce que je suis désolé, mais depuis des années, qui détruit notre base industrielle, au-delà de la défense, mais toute notre base industrielle, c'est les Américains qui nous rachètent toutes nos boîtes, Oui. Alstom, Excelia, toutes. Tout va y passer. De l'autre côté, C'est aussi beaucoup les Chinois Non. qui créent des Même industries beaucoup les Américains. qui nous Mais mettent à terre. Pourquoi ils ont Hein créé ces industries et qui pratiquent le dumping. On les a délocalisés là-bas. Et les C'est déjà délocalisations, de notre faute. excuse-moi, les délocalisations, la plupart des délocalisations françaises depuis 30 ans, il y en a un petit peu en Asie. Intra-européennes. C'est intra-européenne. intra-Union européenne. C'est justement en Pologne, c'est justement en Roumanie, en Bulgarie, etc. L'avantage salaire par rapport au Bien sûr. salaire. Et de l'autre côté du Rhin, excusez-moi, mais on a quand même un pays qui a voulu saboter notre nucléaire parce que nous avons un avantage compétitif majeur, comme ils ont abandonné le nucléaire, qui ont saboté notre nucléaire avec le marché européen de l'électricité, mais aussi par un lobbying intense. Absolument. Un lobbying Y compris intense. dans les administrations Dans les françaises. administrations françaises. Comme l'a très bien montré Bouglet. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Pour saboter notre industrie. Donc, avec des amis pareils, si on peut appeler ça des amis, on n'a vraiment pas besoin d'ennemis ou de s'en inventer. Parce que finalement, on en a. D'accord. Parce que Moi, la guerre est j'ai multimodale. La guerre est multimodale. Il y a une guerre sur le terrain, mais il y a une guerre Vous avez économique, raison. Il y a une une guerre, guerre bien propagandelle, sûr. etc. Mais d'ailleurs, la Russie est accusée de guerre multimodale à travers de la désinformation, à travers des proxys Bien sûr, mais qui tous. viennent mettre des croix gammées. On pourrait le mettre sur les Américains, sur les Chinois, sur tout le monde. À travers la propagande qui diffuse en Afrique et qui fait que les Africains sont persuadés que les soldats Il faut être près du micro. Les soldats français massacrent des Maliens. Enfin, Oui. on s'est fait virer d'Afrique à cause de ça. Mais là-dessus, moi, je suis prêt à vous suivre là-dessus. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'en Europe même, il y a des rapports de force et qu'on s'est très mal défendu, voire pas défendu du tout, qu'il faut absolument reprendre la main. Face, effectivement, à l'énergie allemande, avec le dumping social des pays de l'Est, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Même avec les Américains, on aurait dû depuis longtemps entamer un bras de fer et on s'est reposé, on s'est couché, on les a laissés pieds nos industries. Maintenant, je voudrais revenir sur la question vraiment du réarmement et notamment sur l'extrait du discours du chef d'état-major, qui a beaucoup été décrié. Moi, je l'ai trouvé absolument remarquable, ce discours. Absolument. Oh là là. Oui. Vous l'avez vu, vous l'avez lu en totalité. Oui. Hein. J'ai pas lu la totalité. On s'est arrêté sur ce qu'il disait. C'était un très long discours. J'ai l'essentiel de ce qu'on a vu. Je l'ai trouvé martial sans être brutal. Il nous rappelle simplement à une chose qui tient en deux mots, c'est la force morale. C'est la force morale qui nous manque. Sacrifier les enfants, c'est moral. Mais pour une guerre qui n'est même pas la nôtre. Ah bah, là, on n'a pas le même avis. Mais sacrifier ses enfants, si on n'est pas prêt à le faire, c'est quoi? C'est la capitulation et c'est la soumission. On n'est pas prêt à le faire pour les autres guerres. Maintenant, pour nous défendre nous-mêmes. C'est une question. C'est très intéressant. On est au cœur de la question. La force morale, c'est la seule chose qui nous manque. Il a rappelé que démographiquement, militairement, économiquement, on était à l'échelle européenne, sans parler de l'Union européenne, simplement l'alliance de 3 ou 4 principaux pays, on faisait tout à fait le poids face à la Russie. Et ce qui nous manquait, c'est la force morale. Et la force morale, c'est être prêt à faire des sacrifices économiques, c'est-à-dire... Mais on en fait déjà. Arrêtez de défiler pendant des mois pour pas augmenter l'âge de la retraite, mais parce que vous l'avez très bien dit, civis pacem parabellum. Oui. C'est-à-dire que la seule façon réaliste, sérieuse, laissez-moi finir s'il vous plaît, sérieuse d'éviter la guerre, c'est de la préparer, c'est d'être prêt et de dissuader Poutine. Et là, c'est qui veut la guerre prépare la guerre là que vous nous proposez. Qui veut la guerre prépare la guerre. C'est de montrer faire la guerre. C'est de montrer à Poutine. Vous êtes un va-t-en-guerre, vous voulez préparer toutes les conditions. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je veux sauver la paix en préparant la guerre, parce que c'est la seule façon d'y arriver. Il n'y en a pas d'autre. Face à des gens comme Poutine, il n'y en a pas d'autre. Hilaire de Crémier, vous êtes d'accord sur ce que disait Mandon sur la morale? Je me fous de rejoindre Glucksmann quand il dit des choses vraies. Enfin, si, c'est un Glucksmann macroniste. Maintenant, ce que vous dites sur l'agenda de Macron, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aussi, la communication erratique de Macron, les 100 rafales qu'il nous promettait il y a 2 semaines et puis qu'on a totalement oublié, tout ça est totalement ridicule et absurde. Mais sûr, si on se concentre sur le discours de ce chef d'état-major, je le trouve remarquable et on ferait bien de l'écouter. Hilaire de Crémier, c'est vous qui allez avoir à peu près le mot de conclusion. Hein? Ah bon? Eh bien, écoutez, non. Cet honneur, vous l'avez. Je trouve que ce n'est pas le travail d'un chef d'état-major d'aller à une assemblée de maires de France pour faire les déclarations qu'il a faites. Qu'il les fasse dans son état-major, très bien, c'est son métier. Mais là, il s'est fait, pardonnez-moi, il s'est fait la voix du président de la République. Et comme je le dis, et je le répète... On a vu, c'était une entreprise de communication. Nous sommes pris par le plan de Macron. Oui. Et Macron a un plan qu'il poursuit imperturbablement, et même s'il échoue, parce qu'il est en train d'échouer, mais complètement, mais il le poursuit imperturbablement et il mettra tous ses atouts là-dedans, uniquement là-dedans. Sauf que Macron est parti dans 18 mois. Mais en principe... Mais vous savez, il n'y pense pas.
Il pense... Ah non, mais attendez, on dit toujours qu'il se reporte à 32, mais il pense encore à 27, et ce qu'il aurait voulu faire, et qui se faisait, c'était de créer une ambiance telle qu'il puisse se mettre à la tête de la CED. Voilà, c'est ça ce qu'il voulait, la communauté européenne de défense. Oui. Et ça lui donnait un statut qu'il mettait à équivalence avec Ursula von der Leyen. Et c'était ça ce qu'il visait. Et alors, c'est vrai qu'il a échoué, mais c'est ce plan qui l'obsède. Et ça continue à l'obséder. Mm-hmm. Et il est prêt à n'importe quoi. On l'a bien vu. Entre nous soit dit, il a livré quand même des trésors français à l'Allemagne et aux Anglo-Saxons. Vous pensez à quoi ? Ah ben moi, je pense en particulier au moteur d'Ariane 6. Mm-hmm. Il l'a cédé aux Allemands, c'était les Français. Et il est prêt à n'importe quoi pour arriver à se créer suffisamment d'amitié en Europe pour qu'il soit choisi par l'Europe comme le monsieur de la défense européenne. Autrement dit, Macron n'aurait pas de vision à très long terme pour le pays. Non. Ce serait tout pour lui. Exactement. Ouais. Ce n'est que ça, Macron. Ce n'est que son ambition personnelle. Ouais. C'est l'aventurier de passage qui a pris le pouvoir et qui n'arrive pas à imaginer qu'il ne l'aura plus. Okay. Président des États-Unis d'Europe, c'est tout. À lustrer tous les casques à pointe. On n'y est pas encore aux États-Unis d'Europe. Hein. J'espère pas. Non, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Voilà, c'est ça. Mais au lieu de regarder la réalité, il continue son rêve. Très bien. Messieurs, merci pour ce sujet sur le réarmement. On se retrouve dans quelques secondes pour le portable à l'école. Là, tout de suite. Alors, le portable à l'école, faut-il confisquer le portable à l'école des petites sections, on va dire, rares sont les enfants vraiment équipés, jusqu'au bac, autrement dit jusqu'aux 18 ans des enfants. Est-ce que c'est à l'État d'imposer cette interdiction ou est-ce que finalement on est en train de déposséder les parents de leur autorité? Voilà, c'est autour de ça que je pense que le débat doit tourner. Et Cyril Benazar est le premier, parce que Cyril, sans révéler trop de choses, vous êtes déjà venu avec votre dernier garçon. J'ai un fils qui a 10 ans, qui est en CM2. Et vous êtes au cœur de cette histoire. Hein. Alors, elle ne se pose pas, il n'y a pas de portable chez nous, il n'en aura pas avant très longtemps. On va reculer au maximum, parce que les études et même l'expérience sensible, c'est-à-dire que les échos qu'on a de parents d'élèves qui ont eu des enfants à qui ils ont donné des portables trop tôt, nous disent que c'est une catastrophe. Ils nous implorent de ne surtout pas donner un portable à un enfant. Ils voient la différence entre un enfant qui réussissait à l'école et puis du jour au lendemain avec le portable, les résultats scolaires s'effondrent, la concentration n'est plus là, les enfants sont ailleurs. Et je pense que, évidemment, c'est à l'État. On ne peut pas laisser les parents responsables de ces choses-là, parce que je vois beaucoup de parents qui ne sont pas responsables. Et pourquoi pas? Hier, ils choisissent pour leurs enfants. Je pense que l'école doit être un sanctuaire qui doit se préserver aussi dans certains domaines des parents. Je prends un exemple. Hier, aux informations, ça se passe dans une école primaire. Les enfants sont intenables à la cantine. La mairie fait intervenir la police municipale, pas pour les matraquer et les mettre en prison, simplement pour faire figure d'autorité et un peu impressionner les enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles. Et on a des témoignages de parents qui s'insurgent, qui disent c'est scandaleux, comment est-ce qu'on a pu faire entrer la police dans l'école, nos enfants, au lieu de s'excuser d'avoir collé à l'école des enfants mal élevés qui sont intenables, les enfants prennent le parti les parents prennent le parti des enfants qui auraient été traumatisés par la présence de policiers. Je trouve que ça montre qu'il y a des parents qui sont totalement irresponsables là-dessus, il y a des parents qui passent leur journée sur leur portable. Moi, j'ai assisté à des réunions de parents d'élèves de présentation où les parents, au bout de 20 minutes, avaient décroché et puis étaient là sur leur portable pendant que le maître expliquait l'école, la pédagogie. Et je pense que, évidemment, c'est à l'État. On ne peut pas laisser... D'abord, il faut que la loi soit la même pour tous. Imaginez une école dans laquelle certains parents autoriseraient leurs enfants à venir avec le portable et puis d'autres non. Eh bien, c'est foutu, ça ne marche pas. Il va y avoir un agglutinement dans la cour de récréation pour voir le portable. Il faut que ce soit pour tout le monde. Et il faut absolument préserver les enfants de ça. D'ailleurs, l'Australie vient d'interdire les réseaux sociaux aux plus de 16 ans. Et les grands patrons des MAGA qui ont lancé tout ce monde numérique, des GAFA, excusez-moi. Ont interdire leurs enfants. Voilà, c'est-à-dire qu'eux mettent leurs enfants dans des écoles déconnectées
avec un tableau, on écrit à la craie avec des cahiers, où on écrit... Ça, c'est pour moi la chose la plus révélatrice. Pour tout le reste du monde, c'est les tablettes à l'école, au collège, c'est le numérique, et ça prouve bien qu'il y a quand même quelque chose de totalement nuisible. Je bascule de côté. Je ne crois pas que vous ayez des enfants ni l'un ni l'autre. Encore. Mais, ok, des petits. Donc, vous allez en avoir probablement. Quelle sera votre position si vous êtes capable de la définir actuellement ? Antoine, vous avez des petits-enfants. Moi, j'en ai un. 5 ans, vous allez être confronté à ça. Pour l'instant, oui. 5-10 ans, j'en suis très loin. Mais effectivement, c'est une question qui est très intéressante. Moi, je suis, en tant que juriste, je suis par principe contre l'interdiction. Pour moi, c'est la liberté avant et l'exception de l'interdiction. Pour moi, là, c'est pas forcément à l'État d'interdire. Il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité des parents, et ça, je rejoins complètement. C'est sûr que, de toute façon, jusqu'à 18 ans, les parents sont responsables de leur enfant et de leur éducation. C'est clair et net. L'État a aussi une part de responsabilité, en tout cas dans l'école. Cette part de responsabilité est qu'aujourd'hui, l'école... C'est pour ça que le problème du téléphone, moi, me fait rire un peu, dans le sens où je ne pense pas que ce soit le problème majeur de l'école aujourd'hui. Il y a les infrastructures, il y a le salaire des profs, il y a tout un tas de choses, les programmes. Ce qu'il faut arrêter, c'est le contrôle des compétences ou le contrôle des connaissances, par exemple. Bon, je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour que cette école aille beaucoup mieux. Et je ne pense pas que le téléphone soit le plus gros souci. Mais au contraire, certains disent... Oui, que ça empêche. Au contraire, le téléphone, c'est bien parce que c'est de l'éducation numérique. Ça peut. C'est de l'éducation à l'IA. C'est savoir se débrouiller dans un monde où tout est de plus en plus immatériel. Pour moi, ça pourrait. C'est handicaper les enfants, certains disent. C'est pas forcément handicaper les enfants. Je veux dire, c'est qu'à la maison, moi, je suis assez d'accord, je ferai à peu près la même politique le plus tard possible, les écrans. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où il y a des écrans et que de toute façon, il va falloir éduquer aux écrans, dans tous les cas. Même si je comprends, et j'allais dire exactement cet exemple sur les patrons de GAFAM qui n'en donnent pas à leurs enfants. Et je pense qu'il faut retarder le plus loin possible l'échéance. Mais il faut quand même arriver à un apprentissage de ça. La question, c'est le curseur. Oui, est-ce que c'est pas avant la 6e ? Est-ce que c'est pas avant la seconde ? Est-ce que c'est pas avant 18 ans ? Le portable, les réseaux sociaux dont parlait Cyril. Qu'est-ce que vous en pensez, Hilaire de Crémier ? Vos enfants, vous sont déjà... c'est trop tard. Je n'ai pas d'enfants. Oui. Mais vous n'avez pas d'enfants, pardon alors. Mais je partage les points de vue là qui sont communiqués. Non, mais je pense quand même qu'à l'heure actuelle, il y a, en dépit de ce que vous dites, avec les écrans, il y a un problème de créténisation du citoyen. Je prends le train, je prends les transports en commun, et il suffit de voir les gens dans une rame, tous avec leur écran sous les yeux, incapables de lire un journal, incapables de lire un livre, sauf une ou deux exceptions. C'est frappant ça, hein. Dans chaque wagon, il y a 2 personnes qui lisent un livre et les dans autres... Dans le train, je suis le seul à lire le journal ou à lire un livre. Tout le reste, et quand vous regardez ce qu'ils regardent, mais vous êtes effrayé du niveau mental où on réduit le citoyen actuel. Mais donc il y a donc c'est à l'État de dire stop. Je pense qu'il y a un problème d'État, et ce n'est pas nécessairement à l'État, parce que je crois qu'il y a un très gros problème en France, c'est que l'école dépend totalement de l'État, l'éducation dite nationale. Si il y avait une véritable liberté scolaire, mais même dans le cadre de l'éducation dite nationale, s'il y avait des directeurs responsables et des professeurs, je crois que ces problèmes de discipline interne, parce que ça relève de cela, se résoudraient d'elles-mêmes. Bon, il y aura toujours des parents complètement braques, surtout dans le monde actuel, malheureusement. Il y aura toujours des enfants braques, parce que dans le monde actuel, c'est comme ça. Non, mais on est en train de faire des générations... Attendez, Hilaire, vous avez dit un truc. Vous avez dit... Je pense que c'est une question de liberté et de liberté d'école. Responsable, de responsabilité. Comment vous voyez les choses ? Vous êtes au pouvoir demain, vous êtes ministre de l'Éducation. Hélas. Et vous avez 5 ans devant vous. Non mais, faisons un peu de écoutez, prenons quelques exemples. J'ai connu personnellement ne serait-ce que Bayrou ou que Robien. Ils ont vaguement tenté de mettre un peu d'ordre dans la rue de Grenelle. Personne n'y est jamais arrivé. Personne n'y est jamais arrivé. Donc vous pensez, je vous fais ministre de l'Éducation, vous n'y arrivez pas. Les gens de droite ou des gens de nationaux, ils n'arriveront à remettre de l'ordre du côté de Bercy ou du côté de Grenelle. Pourquoi ? Parce que ce sont des institutions et que ce sont des gens qui tiennent ça
faut des moyens aussi. Je vais vous provoquer. Voilà. Soit on achète des chars, soit on embauche des profs, ou soit on les paye correctement. Je vais vous provoquer. Mais vous êtes macroniste en l'espèce, Non, puisque pas du vous. tout. Oui, Pas du eh tout. bien, je vous brosse pas dans le sens du plat. Là, vous êtes macroniste parce que vous dites, en gros, la position de Macron qui consiste à dire l'État doit interdire, c'est le seul moyen d'y arriver. Finalement, vous êtes aligné surtout avec que lui. Macron, surtout Non. que Macron, il veut faire passer sa vérité officielle. Oui, c'est sûr. Alors ça, c'est absolument. Ça vous fait allusion à quelque chose de récent, mais Ah oui, le que vous connaissez très bien. Oui, bah, Oui, mais on enfin, a c'est tous ce vers entendu quoi on parler de va. cette C'est ce histoire, vers quoi on va. Macron score. C'est-à-dire l'information labellisée. Oui, Non, moi je crois à la responsabilité de la liberté. d'accord. Mais pour ça, il faudrait avoir un régime qui ne soit pas dépendant de ce dont nous dépendons complètement aujourd'hui, c'est-à-dire de l'argent, et on n'a plus d'esprit. La France est malade parce qu'elle n'a plus d'esprit. Ok. Je suis loin de. Ok. Éric Richard-Mose. Moi, j'avoue de ne pas forcément vous suivre à 100% sur la légitimité ou pas de l'État de faire les règles au sein d'un établissement scolaire. Ça a toujours été le cas pendant toute la Troisième République. L'État, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, a Pour pu... le pire, très souvent. Et on ne Ok. le dit pas. Mais c'est l'État qui détermine la règle, par exemple, de ne pas avoir le droit d'amener d'argent à l'école. C'est l'État qui détermine de ne pas avoir le droit de s'habiller Est-ce que de telle ou telle façon. L'État plus les directeurs d'établissement, bien sûr. Voilà, pourquoi le principe- pas laisser cette responsabilité L'autorité au directeur des parents à l'école, elle est de loin, c'est compliqué, etc. Donc les règles, globalement, faut se mettre d'accord collectivement sur des bonnes règles, mais après, c'est au niveau étatique et au niveau des établissements scolaires que ça doit être fait. Je veux dire, le fait de... On ne doit pas se dire que, par exemple, les enfants, s'ils ont le droit de fumer des clopes ou pas, c'est pas aux parents de déterminer qu'ils ont le droit ou pas de fumer des clopes en primaire. C'est au niveau de l'État d'interdire ça et au directeur d'établissement et toute la vie scolaire de Donc, faire appliquer en tout quoi ça. votre point de vue est-il différent de celui mis en avant par Emmanuel Macron? La légitimité de l'État de faire des règles, de faire certaines règles et de les faire appliquer dans les Ça vous établissements va scolaires, ça va sur le principe. Après, il y a la question des téléphones qui est autre chose. On va se poser la question de si c'est bien ou pas. Mais moi, je vois dans ce sujet-là, plus largement, monsieur l'a cité tout à l'heure, il y a la question de cette panique morale sur les téléphones permet de ne pas parler de ce que tu vas parler tout à l'heure. Les moyens, on est l'un des pays de l'OCDE avec le plus d'élèves par classe, avec les profs les moins bien payés par rapport au coût de la vie. Oui. Il y a un moment donné, faire parler de tout ça, je dis pas que c'est pas un vrai sujet, mais parler de tout ça, ça permet d'éviter de parler des moyens qu'il y a pour les établissements scolaires. Il y a plein d'établissements scolaires avec des postes d'enseignants non remplacés, avec des établissements qui ne sont même pas isolés correctement, dans lesquels il fait froid, il n'y a pas de chauffage, etc. Si on veut avoir une école et des établissements scolaires qui réussissent à faire leur travail, il faut leur donner des moyens à un moment donné. Et donc, c'est des choix budgétaires qui sont à faire en la matière. Et là, tout ça, on n'en parle pas. Et pendant ce temps-là, les débats budgétaires avec des coupes budgétaires énormes dans les services publics, dont l'éducation nationale, mais aussi des impôts qu'on nous balance dans tous les sens. Moi, Antoine Guénaud. Moi, je voulais rebondir. Moi, je suis complètement d'accord. Et c'est pour continuer, en rebondissant sur ce que disait M. de Crémier, pardon. Je ne pense pas que ce soit le téléphone qui soit à la base de la crétinisation. Je pense que la crétinisation est là. C'est ce qui est dedans. La crétinisation est là avant, et c'est ce qui fait que ces gens-là vont regarder des bêtises, des erreurs, des conneries, c'est vraiment le mot, dans leur téléphone portable. Parce que le téléphone portable, comme toute technologie, la technologie c'est un pharmacone, ça peut être un bien comme un mal, ça dépend comment on l'utilise. Oui. Vous savez ce que disait Platon sur les livres? Ce que disait Platon sur les livres, Platon disait les livres vont détruire la connaissance, parce que les gens vont avoir les bouquins, ils apprendront plus. On peut dire la même chose des téléphones. Le problème c'est que la crétinisation est là avant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure donc des budgets, des programmes, des changements de mentalité dans l'éducation nationale. Parce que la crétinisation, c'est ce que Brigelli appelait la fabrique du crétin. La fabrique du crétin arrange ces gens-là. Arrange Macron. Pardon, la crétinisation, c'est TikTok. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la vaste majorité si on n'y a pas accès, je suis d'accord. Est nul. Non, mais je suis d'accord que, effectivement... Donc ça veut dire qu'il faut interdire TikTok parce que c'est un accès à la crétinisation? Je ne parle pas d'interdire, moi, depuis tout à l'heure. Là, je parle de responsabilisation. Je dis l'autre moyen. C'est juste qu'il y a une éducation. Il y a une éducation à la crétinisation dans les écoles ne vient pas des téléphones, elle vient d'avant, de ce qu'appelle la fabrique du crétin. Brigelli appelle ça la fabrique du crétin, parce qu'à l'école, il y a aujourd'hui des contrôles de performance, de machin, qui ne sont plus des contrôles de connaissances comme on avait avant. Effectivement, on est dans un monde, c'est plus les années 70, il y a des c'est plus l'ORTF, j'allais dire, qui diffuse les dossiers de l'écran. Il y a moyen d'avoir des choses complètement hallucinantes, des TikTok, etc. Oui, et en même temps, c'est une variété de sources d'informations. On en témoigne. C'est pour ça. On est là, et c'est heureusement pour l'interdiction. là. Je suis pour que l'école
refabrique des esprits libres, des esprits, j'allais dire sains, des esprits libres, en tout cas des gens qui savent réfléchir pour savoir vers quoi aller sur leur téléphone portable. C'est tout. Il n'y a pas que des trucs pourris. Hein. Ou comprendre que On faisait pareil des mangas il y a 30 ans. Pour rigoler, voilà. Oui, non mais voilà. Tout à fait. Pour moi, c'est ça le but de l'école. Cyril Benazar. Je suis d'accord, mais il faudra un gros effort et un gros changement quand même pour l'école, parce que je suis d'accord avec vous, c'est un sujet, et il y en a des tas d'autres dont on ne parle pas. Et pas seulement, c'est bien pas seulement un problème de moyens à l'école. Moi, je vais vous donner un exemple. Mon fils, il a 10 ans. Il n'a jamais appris à l'école une fable de La Fontaine. Par contre, il est revenu à l'école, il est capable de nous parler du tri des déchets et des stéréotypes sexistes. Donc là, il y a vraiment aussi un problème idéologique qui fait que là, par contre... En fait, c'est un problème de priorité. Hein, l'État n'a absolument rien à faire dans ces questions-là. Faire venir les lobbies LGTB pour parler de la possibilité d'être homosexuel, ça n'a rien à faire dans l'école. Complètement d'accord avec vous. Mais vraiment sur l'histoire des portables et l'idée de remettre la question au chef d'établissement... Je ne crois pas que ce soit une bonne idée que l'État se défausse sur les chefs d'établissement quand il n'arrive pas à trancher une question. On a vu ça sur la question du voile, là, la question du portable. On s'appuie sur des études, il y a un débat national. L'État décide que ça n'est pas bon pour des élèves jusqu'à tel âge, au collège, au primaire ou quoi, et puis il l'impose. Parce que sinon, transmettre ce truc-là au chef d'établissement, c'est à la fois une lâcheté et puis une fausse bonne idée. C'est le cas déjà, hein, puisque les portables sont interdits à l'école, au niveau des écoles, donc, jusqu'en CM2, et ensuite jusqu'en 3e au collège. Il y a une centaine d'établissements qui ont... C'est difficilement applicable. Hein. Mais il y a... La question, c'est de l'extension à ça, jusqu'à 18 ans, en gros. Et peut-être même l'interdiction des réseaux sociaux. Est-ce que là, il n'y a pas une action vigoureuse à mettre en place? Ça, c'est un vrai truc. Le narratif macroniste nourrit ça abondamment. Ça lui permet de ne pas parler du budget alloué à l'éducation nationale, on en a parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi le fait, donc dans ce narratif macroniste, d'en faire des tonnes, d'en rajouter sur des problèmes qui peuvent exister, mais d'en rajouter pour faire justement cette panique morale sur les téléphones, avec quoi en tête derrière? Continuer à verrouiller la démocratie avec le sujet de l'interdiction des téléphones et des réseaux sociaux en dessous d'un certain âge. Beaucoup de macronistes voudraient faire ça, mais derrière, vous avez évoqué l'exemple tout à l'heure, l'exemple. Mais c'est pas transpartisan, ça? Bien sûr que non. Parce que moi, j'ai le sentiment que beaucoup de gens, toutes les nuances politiques sont finalement assez proches. Dès que quelqu'un a des enfants, en gros, se rend compte à quel point les enfants passent des heures et des heures. Mais on ne parle pas d'1 heure ou 2. On parle de 7, 8 heures par jour sur son téléphone. Et là, ce n'est pas uniquement un récit macroniste. Les parents élèvent leurs enfants comme ils l'entendent. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La question, c'est est-ce qu'on doit, oui ou non, mettre notre carte d'identité pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Parce que c'est ça l'idée derrière. Si on veut pouvoir créer des comptes sur les réseaux sociaux en fonction de l'âge, il y a forcément, d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir différents, mais il y a forcément un contrôle de l'identité. Et ça, c'est un énorme problème, puisqu'on a vu que depuis le milieu des années 2010, la liberté sur Internet n'a cessé de se restreindre, à part avec Twitter ces dernières années avec Elon Musk, mais à part ça, ça n'a cessé de se restreindre. On voit Emmanuel Macron qui veut faire des labels et faire quasiment un ministère de la vérité. On voit que la censure sur TikTok, on l'a vu avec la commission d'enquête il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, on est de plus en plus... Les macronistes, les européistes et beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des ennemis de la liberté, il faut les appeler comme ils sont, des ennemis de la liberté. On a vu d'ailleurs TV Liberté qui a été attaqué au niveau bancaire, au niveau de censure. Depuis le milieu des années 2010, beaucoup de gens se sont rendus compte que le monopole de l'information des médias mainstream était terminé et que par conséquent, les réseaux sociaux, les chaînes alternatives, etc. sont des alternatives informationnelles et d'influence sur tout ça. Et ils veulent verrouiller tout ça, voire interdire tout ça et avoir le droit de vie et de mort informationnelle sur les personnes. Si je conclus pour essayer de synthétiser, finalement, vous êtes favorable à 0 interdiction parce que c'est une contrainte vis-à-vis de la liberté. Et vous préférez que les parents tiennent le contrôle de leurs enfants, mais que ce ne soit pas à l'État de le faire. Pas forcément. Sur ce qui est des établissements scolaires, j'ai pas une idée hyper arrêtée sur ce qu'il faut faire. Mais par contre, sur le fait de pas avoir un contrôle de l'âge pour être sur les réseaux sociaux, ça c'est... Pourtant, ça a été la solution qui a été adoptée pour les sites porno. Hein, puisqu'autrement, les enfants très jeunes, mais parce que dès 12 ans, avaient vu des films porno. On parle de protection des enfants pour nous censurer. C'est pareil sur Telegram. On a dit que c'était... Pavel Durov en a parlé très largement. Il a été mis en geôle pendant quelques temps et il a été extrêmement embêté par le gouvernement français, officiellement
pour pouvoir censurer les contenus pédos, etc., et pour la protection des enfants. En pratique, il le dit extrêmement clairement, c'est un verrou démocratique parce qu'on lui demandait d'intervenir sur les élections en Roumanie et qu'on lui demande toujours de faire de la censure politique. Et donc, ça va bien au-delà de la protection des enfants. Cyril Benazza, vous allez avoir le mot de la fin. Hein. Je suis d'accord avec ça. Moi, je suis pour une liberté totale pour les adultes consentants. Dans tous les domaines, la prostitution, la drogue, je suis sans limite là-dessus. Par contre, il faut absolument protéger la jeunesse. C'est absolument indispensable. Et c'est le rôle de l'État. C'est le rôle d'un État. Maintenant, je voudrais finir par une phrase de Renaud Camus, parce que la question est quand même difficile. Là. Renaud Camus qui a préfacé mon roman. Oui, j'en suis très honoré. Ouais, je comprends. Il y a une phrase qui dit « Éduquer un enfant aujourd'hui, c'est l'inadapté ». C'est-à-dire qu'il y a cette question qui se pose. C'est-à-dire que si on veut des têtes bien faites, que les enfants se consacrent à la lecture, les privés d'écran, jusqu'à les privés de télé. Parce que ma femme, qui est professeure de lettres, voit une différence abyssale entre les enfants qui ont eu la télé quand ils étaient jeunes et ceux qui ont lu. C'est net. Donc il y a quand même cette question, c'est-à-dire est-ce qu'on veut absolument adapter nos enfants au monde tel qu'il est, sans restriction, ou alors est-ce qu'on essaye d'en faire des futurs adultes qui sont capables de raisonner, d'avoir une pensée propre, donc inadaptés, et qui seraient d'une certaine façon, si on les prive des écrans, oui peut-être un peu pendant leur adolescence, inadaptés au monde extérieur, à leurs copains qui en auraient. C'est un sacrifice qu'il faut savoir faire. Et là, s'il y a une responsabilité de l'État, ça dépend quelle télé. Ça dépend quelle télé, avec quelle télé on a été élevé. Oui, non, je ne parle pas d'interdire. Dans vos âges, par exemple, il y avait des émissions, dans le mien aussi un peu plus, mais comme vous êtes un peu plus âgé, il y avait des émissions beaucoup plus intéressantes. Et la télé était bien faite. Il y a toujours des émissions intéressantes. Il y a toujours des émissions intéressantes. Mais il y a tout un panel de chaînes où il y a... Voilà. Avant, il y avait des émissions, je prends les dossiers de l'écran comme exemple, où ça peut être Michel Pollack. Vous n'avez pas connu les dossiers de l'écran? Bien sûr que non, j'ai pas connu. Pas d'histoire, bien sûr que non. Mais oui, mais il y avait une télé bien faite. Il y avait une télé bien faite, il y avait des émissions sérieuses. Il y en a toujours, on est d'accord, mais de moins en moins. Et peut-être que c'est ça aussi. La responsabilité de l'État, c'est de remettre une politique culturelle à la télévision. Attendez, parce que là, vous êtes en train de prêcher pour le retour de l'ORTF et le contrôle des chaînes qui seraient des robinets à divertissement. Non, mais évidemment, il y a une télévision de qualité. Nous sommes pour le développement de TV Liberté. Il y a une télé de qualité, il y a des émissions très pédagogiques. Le problème, c'est le rapport à la lecture, en fait. Oui, tout à fait, aussi. Les enfants qui ont la télé ne lisent plus. C'est net. Et un enfant qui est privé de lecture, il manque de tout, de syntaxe, de vocabulaire, de tout. C'est une catastrophe. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour les coups de gueule et les coups de cœur. Mais on aura conclu sur la lecture. Vous me faites très plaisir, Cyril. Allez, à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Alors, on recommence par les coups de gueule et les coups de cœur, et c'est Cyril qui s'y colle avec son coup de gueule. Alors moi, mon coup de gueule aujourd'hui, c'est contre Donald Trump, que je trouve absolument... qui pourrait nous servir d'exemple et qui doit le faire dans des tas d'autres domaines, sauf dans sa politique étrangère, notamment, on va retomber dans le sujet, par rapport à la guerre en Ukraine. Je trouve que la façon dont il s'est comporté depuis le début avec Zelensky et sa position par rapport à l'Ukraine, je comprends que les États sont des monstres froids, qu'il n'y a que des rapports de force, que le chef d'un État, c'est de défendre les intérêts de son État, mais quand même au-delà, on va retomber, je vais encore provoquer des rires et être moqué, je le sais, mais je pense que on ne peut pas se débarrasser totalement de la morale, même en politique internationale. Et dans tous les domaines de la vie, en réalité. Quand on est le plus grand et le plus fort dans une cour de récré, on ne laisse pas les petits se laisser écraser sans réagir. On a un devoir moral et je pense qu'il relève de la mission historique d'une grande nation comme dans les États-Unis d'essayer un petit peu quand même, dans la mesure du possible, évidemment sans déclencher des guerres mondiales, de faire régner un peu de justice. Et sa façon de courir après la paix, comme d'ajouter à son palmarès une paix supplémentaire à tout prix, en sacrifiant la justice et le fait qu'il y a un agresseur, un agressé, et puis qu'il y a un territoire qui pourrait être souverain et qui a failli être totalement annexé, sa façon de réagir à ça et de liquider cette affaire, je la trouve indigne. Merci beaucoup. Et vous avez en plus tenu parfaitement la minute 30. Merci. Hilaire, alors, votre coup de gueule. Ça va vous surprendre. Oui. Moi, j'en veux terriblement au cardinal Fernandez. Je ne sais même pas qui c'est. C'est celui qui est le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et des mœurs. Oui, il a été nommé par le pape actuel ou par le pape François. François. Son prédécesseur qui était son ami.
D'accord. Il a été nommé pour un certain nombre de choses et qui consiste essentiellement à préparer les catholiques à changer leur foi pour l'adapter au monde moderne, comme on dit. Et donc là, il vient de commettre en particulier un texte sur la Vierge Marie. Et sous prétexte d'œcuménisme, pour enlever à la Vierge Marie des titres qui lui étaient reconnus par les papes précédents et par les autorités ecclésiastiques d'une manière générale et par la tradition de l'Église, notamment de médiatrice de toute grâce et même de co-rédemptrice. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de la Vierge Marie une déesse, il n'en a jamais été question. Mais sous prétexte que ça pourrait avoir ce risque, donc Fernandez a fait un texte où il a mis en garde avec une violence extrême. Je dis bien une violence extrême parce que théologiquement, il n'y a pas de plus grande violence que celle qui s'exerce prétendument au nom de Dieu pour régler des débats, notamment théologiques, dans le cadre de l'Église catholique. Donc il a usé de son autorité, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et pour empêcher les catholiques d'avoir une véritable piété envers la Vierge Marie telle qu'ils la pratiquaient depuis des siècles. Et je trouve ça d'une gravité extrême, et je pense qu'il serait grand temps que le pape Léon XIV se débarrasse de la clique qui a entouré François et qui a prétendu transformer la foi catholique pour l'adapter aux imaginations de François. Merci beaucoup. Antoine Guénaud, votre coup de gueule. Alors moi, mon coup de gueule ira, comme d'habitude, mais à l'Assemblée nationale, qui a fait cette proposition de résolution pour enjoindre le gouvernement à ne pas voter, ne pas signer le Mercosur. Donc, qui a été voté évidemment à l'unanimité. Il y a eu un vote non, mais c'était une erreur, donc voilà. Donc à l'unanimité, c'est génial, mais le problème est que le gouvernement français n'a aucun pouvoir, puisque ce n'est pas un accord mixte. L'Union européenne a divisé en deux un accord mixte. Les gouvernements auraient un droit de veto, disons, mais là ils ont séparé en deux, l'accord de partenariat d'un côté et l'accord commercial de l'autre. L'accord commercial est compétence exclusive de l'Union européenne. Les États n'ont rien à dire. Donc, ce qu'ils ont fait ne sert à rien. Donc, de deux choses l'une, soit ils ne connaissent pas la loi et ils sont même pas dignes d'être députés, ce que je pense un petit peu quand même. Et dans un autre sens, ce serait qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Puisque en fait, c'est du théâtre politique. C'est du théâtre politique. Donc c'est un énorme coup de gueule. Qu'ils fassent quelque chose d'utile, qui serait par exemple de voter un RIC pour qu'on puisse faire un référendum sur l'Union européenne, voilà, ou que les partis se décident à enfin se mobiliser pour le Frexit. Voilà quelque chose d'utile, et pas des propositions qui ne servent absolument à rien. Amen. Merci beaucoup. Éric, votre coup de gueule. Je vais faire un coup de gueule qui va prolonger ton coup de gueule, justement. Je ne sais pas si vous avez vu dans le département du Doubs, il y a eu un abattage de tout un cheptel de 82 vaches, je crois, dans le village de Pouillet-Français, ça ne s'invente pas. Au moment où le Mercosur est passé, il va être une destruction totale pour l'agriculture française. Au moment où nos agriculteurs, et en particulier nos éleveurs, sont dans des situations absolument catastrophiques, 175 gendarmes ont été envoyés, il y a eu du tir de LBD, il y a eu du gazage. Et le cheptel a été tué parce qu'il y avait... Il y a eu un cas de... Je crois que ça s'appelle de DCN, quelque chose comme ça. Il y a eu d'une maladie, alors que tout le troupeau est vacciné, et qu'il y a eu un refus de nouvelles analyses sur l'animal en question. Donc, c'est une règle européenne. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Ceux qui prétendent dire qu'on peut se battre au sein de l'Union européenne, on peut rien faire. Et là, on envoie ceux qu'on envoie réellement à l'abattage aujourd'hui, c'est toute notre agriculture et tout notre élevage. Et tant qu'on restera dans l'Union européenne, on ne pourra pas sortir de ça. Je profite des 26 secondes qui me restent pour répondre à mon interlocuteur, M. Bénard. Deuxième coup de gueule, sur tous les néocons, tous les néoconservateurs qu'on entend, au moment même où les États-Unis, avec Trump, sont en train de sortir de cette fin de l'histoire et de cette toute-puissance des guerres néo-impériales états-uniennes. Aujourd'hui, on a des macronistes, des glucksmaniens, etc., qui sont en train de défendre toutes les guerres impérialistes, etc., de l'OTAN. Les États-Unis sont le pays qui a fait le plus de morts civiles, le plus de crimes de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est absolument pas un exemple de démocratie à suivre, et ce n'est pas nos intérêts. Non, mais sans les guerres américaines, on aurait peut-être un monde communiste. Je veux dire, on n'a pas le choix de faire la guerre.
Bon, les enfants irakiens vous remercient. Oui. On va passer au coup de cœur. Coup de gueule. Alors mon coup de cœur, c'est un gros coup de cœur, c'est pour Donald Trump, pour la façon dont il règle la question migratoire, en tout cas des immigrants illégaux aux États-Unis. Votre coup de gueule était contre Donald Trump et votre coup de cœur pour Donald Trump. Oui, parce que dans un domaine, je le trouve indigne, et puis dans l'autre domaine, je trouve que, alors c'est une phrase qui fait souvent bondir les bien-pensants, mais je trouve qu'il redonne à la politique ses lettres de noblesse. Pas sur la forme, parce que sur la forme, ça laisse à désirer. Pour nous, Européens, qui sommes attachés aux formes, à une certaine forme de diplomatie, on est parfois choqués par ces manières brutales de promoteurs immobiliers, à la limite mafieux. Ou de la simplicité de son vocabulaire. Oui. Mais sur l'efficacité de son travail et le respect de la parole donnée aux électeurs, la façon dont il se bat pour faire appliquer son programme, je trouve vraiment qu'il refait de la politique et qu'il nous montre que c'est possible, que les choses sont possibles. Parce que c'est quand même ça la politique, c'est de rendre possibles les choses quand elles sont collectivement désirées. Et là, il se bat sur le renvoi des clandestins, il mobilise tous les services de l'État, les douanes, les impôts, les services d'allocation familiale pour regrouper. Il a une compagnie qui a fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire que comme c'est un État de droit, on n'est pas en Russie, ça n'est pas avec autorité qui décide ça et puis ça s'applique parce que tout le monde a la trouille. Il y a un État de droit qui se met en marche. Il y a des juges fédéraux qui se mobilisent, il y a des associations qui se battent. Ils ne se couchent pas devant l'obstacle comme nos présidents depuis toujours, dès que la justice leur dise non. Il se bat, il revoit sa copie, il représente sa loi, ou il envoie ses services faire le boulot, et le boulot est fait. La frontière au Mexique est fermée, et je trouve que c'est absolument remarquable, et ça devrait servir d'exemple à nos politiques. Merci beaucoup. Hilaire de Crémier, votre coup de cœur. C'est la même chose. Mais là, personne ne s'est concerté. Hein. Non, mais là, mon coup de cœur, c'est pour le pape Léon XIV. On a un pape qui s'intéresse aux catholiques, à la foi des catholiques. Donc vous étiez contre Fernandez, oui, et pour Léon XIV. Et j'espère que Léon XIV va poursuivre son action. J'ai admiré son voyage, pas simplement en Turquie, mais au Liban surtout. Qui vient de se terminer. Oui, il vient de se terminer. On a un pape qui encourage les catholiques et qui encourage les chrétiens qui ont la foi. Et qui ne cherchent pas à les détourner de leur tradition, de leur voie, de leur conception du monde, de leur conception du salut. Et ça, pour moi, c'est capital et c'est un changement. C'est un grand changement. On retrouve quelque chose de Benoît XVI, quelque chose de Jean-Paul II. On retrouve une grande tradition catholique. Et je souhaite à ce pape de réussir. Et je ne vous cache pas, en plus de ça, il a un visage extrêmement sympathique. C'est vrai. Ce qui change. Qui a parlé français au Liban, d'ailleurs. Merci beaucoup. Antoine Guénaud, votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur, ça se passe dans un média concurrent mais néanmoins ami, c'est sur Tocsin. Okay. C'est l'émission historique d'Éric Branca sur Tocsin, qui est pour moi un énorme coup de cœur, parce que ça me fait penser à ces émissions que je n'ai pas vues mais que j'ai revues après, vu mon âge, mais d'Alain Decaux ou d'Henri Guillemin, ou ces choses-là. On les trouve très facilement sur YouTube. Qu'on trouve maintenant très facilement, et d'autres, là où ça peut être Jean Tullard aussi, tous ces grands historiens. Et c'est de cet acabit-là, et puisque c'est, donc au-delà d'être historique, mais là on revient sur les origines, par exemple de l'Union européenne, mais du plan Marshall, etc. Ce qui nous donne une lumière sur le présent, et ce qui nous donne une lumière sur le présent, forcément sur notre avenir. Et je trouve ça, je trouve ce format absolument génial. J'espère que d'autres médias le feront. Si la télé pouvait le faire aussi, je pense que c'est mal parti, mais je trouve que c'est un format exceptionnel avec une personne exceptionnelle qui est Éric Branca, qui fait des livres exceptionnels sur l'impérialisme américain, par exemple, et sur ses origines historiques, par exemple, sur l'Union européenne. Je conseille à tout le monde L'Ami américain, qui est absolument fascinant. L'Ami américain est fascinant sur la prise de pouvoir américaine sur les institutions françaises et sur les... Vous savez que l'histoire est au cœur du concept de TV Liberté, puisqu'on a une émission historique depuis le début. Oui, bien sûr, mais j'aime beaucoup celle d'Éric Branca, qui est, je trouve, un journaliste et pour le coup, historien, qui fait œuvre d'historien absolument génial. Extra. Et qui va vraiment très loin. C'est fouillé, c'est dans les archives des archives déclassifiées de la CIA, etc. C'est vraiment très très fouillé. On peut pas remettre en doute ce qu'il dit, c'est vraiment à écouter parce que ça peut vraiment servir à tout le monde en ce moment. Merci beaucoup. Monsieur Richard Mose, Éric, de votre prénom, votre coup de cœur, c'est quoi ?
Mon coup de cœur, c'est bravo les gars, TV Liberté, 1 million d'abonnés. Oui, vous avez vu. En un peu plus de 10 ans, je pense que vous êtes le premier média qui est... On ne s'est pas concerté pour dire ça, etc., je le précise. Un peu plus de 10 ans, vous êtes les premiers à franchir la barre symbolique des 1 million d'abonnés. J'adore que ce soit vous qui le disiez. Ah, mais c'est un travail énorme en termes d'information, de réinformation, d'éducation populaire aussi, puisque c'est accessible gratuitement à tout le monde. Donc bravo à Martial, bravo à Élise, bravo à toi, bravo à Eric, à tous ceux qui bossent sur ça. C'est précieux, a fortiori aujourd'hui, dans un moment où la liberté sur Internet est de plus en plus attaquée par les banques, par le gouvernement, par l'Union européenne, par tout un tas de réglementations absolument dangereuses, iniques, liberticides, de se féliciter aussi de ce qui fonctionne. Et en l'occurrence, vous n'êtes pas les seuls. Il y a un certain nombre de médias alternatifs qui existent. Mais TV Liberté, moi j'ai envie de vous dire, tirez mon chapeau parce que 1 million d'abonnés, j'espère que vous continuerez longtemps sans être censuré et que je vous souhaite la meilleure continuation possible. Le million. Je pense que c'est dans la popoche. Cyril. Je pense que le million peut nous faire d'autant plus plaisir que dans le même temps, France Inter a perdu 460 000 auditeurs. C'est un chiffre qui est sorti ces jours-ci. Oui, il faudrait que ce soit 1 million. Oui, c'est en route, je crois. Ok, écoutez, messieurs, merci. C'était fort intéressant. Donc, n'oubliez pas, le pouce en haut si vous aimez cette émission. C'est bon pour nos classements, vos commentaires. Et rendez-vous dans 15 jours. Ce sera la dernière émission de l'année. À très vite donc. Au revoir.